Bonjour à toutes et à tous, Hanawari. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Nawari Podcast. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Fanta Dramé, donc jeune écrivaine soninké, franco-sénégalaise, Mauritanienne. franco-mauritanienne. C'est vrai en plus parce qu'elle était à Dakar, donc excuse-moi. Donc franco-mauritanienne. D'ailleurs, t'as la double nationalité Non, ou Ah non, ils ne l'ont pas fait. non. Alors, jusqu'à il y a pas longtemps, Mm. on pouvait pas avoir la double nationalité Mm. mauritanienne. Enfin, quand on avait la nationalité mauritanienne, on pouvait pas avoir la double nationalité. Mm. Mais maintenant, on m'enjoint à faire des démarches pour demander la nationalité mauritanienne. Ok, Mais très c'est bien. pas encore fait. Très bien. Donc bon, on va dire franco-mauritanienne, c'est pas grave. Donc qui a écrit le livre Ajar Paris, donc prononcé par les Soniquais Afare Paris. Du coup, comment ça va? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va très très bien. On est Merci très pour cette content. invitation. De rien, de rien. C'est nous qui sommes contents de te recevoir. Parce que le but de ce podcast, en fait, est de mettre en valeur des jeunes soniqués, je vais pas dire auteurs, parce que c'est vrai que pour le moment, on a reçu que des écrivains, mais des gens qui parlent de la culture soninké, qui parlent de transmission. Et notamment, c'est un podcast qui vise surtout la diaspora, en fait. Donc les enfants qui D'accord. sont nés ici, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur leur culture. Voilà, donc on va commencer par le commencement, hein, par l'enfance. Heu, quel a été, quel a été ton parcours, on va dire, scolaire en petite, c'était comment? Alors moi, je suis née à Paris, donc d'un père mauritanien et d'une mère sénégalaise. On a toujours vécu dans le 19e arrondissement de Paris, à Belleville. Et moi, j'ai eu la chance de grandir avec donc mes parents, la mère de mon père, la sœur de mon père et ses enfants. Donc on vivait tous ensemble dans un 4 pièces du 19e arrondissement de Paris. Vraiment la famille étendue et pas du tout la famille nucléaire. Mmh. Et moi, j'ai passé toute ma scolarité jusqu'en fin de troisième dans le 19e. Mmh. Et ensuite, je suis allée au lycée dans le 3e arrondissement de Paris. J'ai fait un bac littéraire. Puis j'ai fait un master de lettres à la Sorbonne et j'ai passé le CAPES, le concours pour devenir enseignante. Et j'enseigne depuis dans le 93 à Pantin. Très bien. Du coup, on va revenir un petit peu sur c'était comment de grandir avec, une famille étendue, et puis même, un parcours, scolaire qui est très admirable, donc comment est-ce que ça a pu être si fluide, en fait? Bah alors, c'est vrai que nous, mon père, quand il est arrivé en France, il savait pas parler français, il savait ni lire ni écrire parce qu'il avait eu une éducation en arabe. Et donc, quand on était petit, c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué parce qu'il y avait plein de choses qu'il ne maîtrisait pas. Par exemple, moi, mon père, il savait pas en quelle classe on était. Il savait juste que, on Ils passait vont à au l'école. collège, voilà. Et donc, il y avait, on changeait d'établissement, en fait. Mais il Mmh. pouvait pas me dire: «Tu es en CE2, tu es en CM1» et cetera. Et en fait, moi, j'ai eu une chance, c'est que je suis arrivée la 6e. Donc, Ah d'accord. j'avais 5 grands frères et sœurs qui, eux, ont été un peu les cobayes quelque part. Ouais. Et c'est un peu eux qui ont géré ma scolarité. Mmh. Heu, En grandissant dans le 19e, j'avais aussi la chance d'avoir plein d'associations de quartier, où on allait faire nos devoirs et cetera. Mmh. Mais c'est vrai qu'à la maison, bon, quand je vois mes neveux et nièces aujourd'hui qui sont seuls dans leur chambre avec un bureau et cetera, Mmh. nous, c'est pas du tout, la vie qu'on a eue. Mmh. On avait une chambre avec plein de lits superposés comme Mmh. ça qui s'encastraient et pas de bureau dans la chambre, mais en même temps, honnêtement, je sais pas si ça m'a manqué dans ma Mmh. vie. Je pense qu'en fait, on s'est adapté, c'était comme ça et puis, j'ai vécu dans une cité où c'était beaucoup de familles immigrées. Donc on avait un petit peu tous le même parcours, tous les mêmes manières de vivre. Ce qui a été beaucoup plus différent quand je suis allée, au lycée, dans le 3e arrondissement. Donc moi, honnêtement, j'ai pas du tout ressenti la difficulté. Mmh. Après, j'avais la chance d'être bonne à l'école. Voilà, j'avais des facilités. Mmh. Donc j'ai pas ressenti, le fait d'avoir des parents j'ai pas ressenti la difficulté d'avoir des parents qui maîtrisaient pas la langue, qui maîtrisaient pas, le système scolaire Mmh. français, qui ne maîtrisaient pas l'administration, parce que j'avais mes grands frères et sœurs et parce que là où je vivais, c'était un peu, C'est la la norme, normalité, ouais. voilà. Très bien. Et du coup, donc pourquoi en fait, si d'après ton livre, en fait, tu tombes un peu amoureuse des livres, du coup?
Comment est-ce que ça s'est passé? Quel a été le déclic? Enfin, est-ce que tu t'en rappelles ou ça Alors honnêtement, je n'ai pas le souvenir. J'ai juste un souvenir que depuis petite, j'adore lire mmh, et c'est pour ça que mes frères et sœurs m'appelaient la française. Voilà. d'accord. Je faudra leur expliquer, le lien, mais en tout Mmh. cas, j'ai je sais pas comment je suis arrivée dans les livres, mais depuis petite, j'aime Mmh. lire et après au collège, j'ai une prof de français, que j'adorais Mmh. et qui m'a, elle aussi, beaucoup accompagnée dans mon parcours, littéraire. Mais je ne saurais pas dire d'où me vient ma passion pour les livres, mais je sais que chez moi, on avait une très, très grande bibliothèque, Mmh. mais ce n'était que des livres en arabe. Parce que comme mon père, est marabout, dans Mmh. le sens où, il étudie le Coran et cetera, on avait une très, très grande bibliothèque, mais c'était des livres auxquels je n'avais pas accès puisque je ne sais ni lire ni écrire l'arabe. Mais en tout cas, elle était là. Donc peut-être que c'est inconsciemment quelque Inconsciemment. chose qui m'a attirée, mais honnêtement, je ne saurais pas dire, d'où ça m'est venu. D'accord. Bah, peut-être que c'est le papa, hein, peut-être que le fait Peut-être. de voir des livres depuis Mais oui, petite, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'ai grandi en pensant que j'avais un père illettré parce que comme il parlait pas français, bah, pour nous, la norme, on est lettré si on parle français. mmh Quand on grandit, on se rend compte que c'est pas ça, on peut être lettré dans une autre langue et donc c'est ambivalent parce que j'avais l'impression de ne pas avoir un père lettré et en réalité, il était peut-être même plus lettré que certains de mes frères et sœurs qui sont nés, qui ont grandi en France. Donc voilà, il y a une sorte de d'ambivalence comme ça que je n'explique pas, mais je pense aujourd'hui qu'il y a forcément un lien avec ça. OK. Et enfin, quand est-ce que tu te comment dire? Quand est-ce que tu te rends compte en fait que ton père c'est entre guillemets, enfin, c'est un lettré, c'est ça se fait sur le tard ou Je pense que ça s'est fait quand même très tardivement Mmh. parce que, je saurais pas dire quel a été le déclic, hem, mais je pense que c'est en grandissant, vraiment en étant adulte, que Mmh. tu te rends compte qu'en fait, bah, tout le centre du monde, en fait, c'est pas la France et Mmh. qu'il se passe plein d'autres choses ailleurs et que, même si les compétences de mon père n'étaient pas reconnues en France, Mmh. ça n'effaçait pas ses compétences. Par exemple, quand mon père est arrivé en France, il m'a dit que quand il a fait sa demande de nationalité française, on lui a demandé quel était son niveau scolaire. Mmh. Et il a expliqué, à l'officier, enfin à la personne, à la préfecture comment, enfin ce qu'il avait étudié et cetera Mmh. et il lui avait répondu: «Bah, c'est l'équivalent d'une licence en droit». Donc en réalité, c'est que, il était, lettré, donc il avait, Mmh. des compétences. Il avait pas des diplômes qui étaient reconnus en France, mais il avait quand même une certaine culture dans son domaine. Je pense que c'est en grandissant où je me suis rendu compte que, voilà, on a beau être né, avoir grandi à Paris, avoir grandi en France, Mmh. il y a tout un monde aussi qui existe. Ah, c'est peut-être quand mes oncles maternels sont venus en France Mmh. et eux sont nés à Dakar, ont grandi à Dakar, s'exprimaient beaucoup mieux que nous en français, alors D'accord, que nous, on était persuadés qu'au bled, bah, c'était les blédards, ils savaient pas parler exactement. français et cetera Mmh. et là, on avait des oncles qui nous aidaient à faire nos devoirs et qui avaient un niveau qui était supérieur au nôtre et je Mmh. pense que ça déjà, ça a été un déclic dans ma vie. Mais OK. du coup, c'est venu de ma famille maternelle. D'accord, d'accord, oui, parce qu'eux sont enfin, ils sont Voilà, eux, citadins c'est donc ça. ils sont comme enfin, même la maman, je crois qu'elle enfin, elle était déjà allée à l'école, elle avait un Exactement. certain Elle, elle niveau. allait à l'école jusqu'au collège, donc elle parlait français, elle savait lire, elle savait écrire. Mais c'est vrai que mes oncles ont fait de longues études Mmh. et eux, pour le coup, nous ont montré que, bah oui, bah, OK, on est peut-être des «blédards» entre Mmh. guillemets. Quand j'étais petite, quand on le disait, c'était de manière un peu, négative Mmh. et pour autant, bah, ils étaient à notre hauteur et même mieux que nous, si on peut, enfin, je vais pas, hiérarchiser les gens, mais Mmh. en tout cas, Mmh. ils nous ont montré que ailleurs, il y avait des gens aussi tout aussi cultivés, tout aussi intelligents et cetera et qu'on avait une idée, faussée des choses. OK, très bien et du coup, je vais revenir sur le surnom de la petite française, du coup. Heu, du coup, enfin, est-ce que alors, tu m'as dit que c'était parce que tu lisais des livres, du coup, Ouais. qu'on t'appelait la petite française. Mais est-ce que c'est parce que enfin, quel était déjà, toi, ton rapport, en fait, à la culture soninké, en fait, ou africaine, en fait, en tant que enfin, petite, en fait? Est-ce qu'il y avait, parce que là, tu parles de blédard, enfin, on l'a tous ceux qui sont nés ici, on a tous eu, entre guillemets, ce petit enfin, faut pas dire ce mépris vis-à-vis Ouais. des blédards, c'est le bled et tout. Est-ce que, enfin, tu enfin, après en tant qu'enfant, je pense que c'est difficile, mais comment tu voyais en fait cette culture? C'était quelque chose à cacher? C'était quelque chose dont tu étais fier? C'était enfin, des fois tu naviguais, enfin, des fois faut le montrer, des fois faut pas le montrer? Alors nous, chez nous, on a quand même vécu, comme des soninké, Mmh. c'est-à-dire que, enfin moi je me souviens,
je sais pas combien de Manio Compé il y a eu chez nous. D'accord. On regardait la télé sénégalaise. Pour le coup, il y avait pas la télé mauritanienne, ça Mmh. correspond pas du tout au monde soninké, mais Oui, exact. on regardait la télé sénégalaise. Ma grand-mère paternelle ne parlait pas français, donc elle nous parlait en soninké. Donc on comprenait le soninké, Mmh. mais on ne le maîtrisait pas. Mmh. Donc non, moi je le vivais assez bien, mais c'était vraiment lié, je trouve, à la fête. Mmh. Voilà, c'est quand on fêtait, C'est les vrai. mariages et cetera. Ou alors, quand j'étais petite, ma grand-mère, faisait des beignets et des jus de bissap qu'on allait vendre, ma sœur et moi, au foyer, Rubisson, dans le D'accord, 20e arrondissement. d'accord, Et donc je passais mes week-ends, dans les foyers pour aller mmh, vendre, d'accord. Du coup, vous étiez dehors ou enfin, non, en fait, vous alliez toquer dans ouais, les on chambres? toquait aux portes et puis après on avait nos habitués et cetera. D'accord. Mais c'était quand même une corvée, donc c'était surtout lié aux festivités. D'accord. Voilà. La langue, les plus grands parlent très bien soninké chez moi, mais parce que mon père parlait pas français et qu'ils étaient Mmh. obligés de parler soninké. Et moi, quand je suis née, mon père parlait quand même un peu français. Et même quand il nous parlait en soninké, on lui répondait en français. Donc, moi, je lierais vraiment ma culture soninké aux festivités, à la Mmh. langue. Mmh. Et voilà. Et au foyer Au de la rue foyer. Besson. D'accord, OK, d'accord. Donc mamie, elle faisait bicraver, les petites pour Ouais, aller vendre du les bissap, des beignets, les beignets. bissap et les glaces à l'eau. D'accord, Ouais, elle nous a d'accord, exploités d'accord. pendant Vous étiez payés? 5 francs par jour. Ah Mais ça 5 francs à l'époque, c'était une somme, hein. d'accord. C'était pas 75 centimes, hein. Franchement, on avait des projets sur ces 5 francs, on avait l'impression qu'on pouvait acheter le monde. Donc, ouais, on était exploités, mais on était rémunérés, voilà. Très bien. Bah, écoute, c'est bien, la mamie était juste, on va dire. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as toujours voulu, enfin, tu toujours voulu être prof ou, c'est enfin, en te dirigeant vers, la filière littéraire, tu t'es dit que, enfin, c'était le débouché, Bah, moi, ma mère était caissière et donc jusqu'en sixième, je voulais être caissière parce que nos modèles, ce sont nos mères. Je voulais être caissière à d'accord? Monoprix dans le 2e arrondissement où elle travaillait. Et comme j'étais une très bonne élève, je l'avais dit à ma prof principale qui avait trouvé que c'était pas possible parce que elle me disait que c'était un D'accord. métier pour les gens qui n'avaient pas étudié, que Mmh. moi j'étais à l'école et qu'il fallait que je vise mieux. Mmh. Et moi, là, je me suis retrouvée un peu démunie. Et comme j'aimais beaucoup ma prof de français, je me suis dit, bah, je vais être prof de français. D'accord. Après, à la fac, à un moment, j'ai voulu faire du journalisme. Mmh. Mon père me tannait pour que je fasse de la politique. C'était son objectif. D'accord. Fallait que je sois ministre dans un gouvernement socialiste. Voilà. Encore D'accord. une fois, encore aujourd'hui, dès qu'il voit une ministre noire, Mmh. j'ai l'impression qu'il m'en veut de ne pas avoir réalisé son rêve. Bon, je pense qu'il a quitté un petit peu maintenant le socialisme, mais en tout cas, il aurait voulu que je sois ministre. Mmh. Donc, j'ai voulu être journaliste et après, je suis retournée à mes premières amours et je suis devenue prof. Et finalement, ça me convient très bien parce que je suis épanouie dans le travail que je fais. Très bien. Et du coup, c'est comment la vie de prof en 2025? Est-ce que c'est aussi difficile enfin, qu'on l'imagine? Enfin, quand on voit enfin, à la télé ou sur les réseaux, c'est très très compliqué. Et puis en plus, malheureusement, il y a pas mal de faits divers, Ouais. enfin, dans les écoles. Donc, c'est comment? Alors, moi, j'ai eu une chance, je crois. Alors, j'enseigne dans un établissement à Pantin qui est un établissement REP+. Donc, c'est les établissements d'éducation prioritaire plus. Et je pense quand même que le fait que je sois noire et que j'ai grandi moi aussi dans un quartier populaire, il y a des choses quand même que je maîtrise. Mhm, Voilà. Et je pense aussi que même les élèves, je pense que ça se contrôle pas. mhm, Il y a une forme d'identification qu'ils font. Donc, soit ils sont trop familiers et là, mhm, faut les recadrer parce mhm, que c'est pas parce que. Par exemple, moi, j'ai des élèves qui font exprès de dire des mots soninké dans ma salle de classe pour mhm, savoir si je suis soninké. je vois. Donc, je pense que ça m'aide d'un côté parce qu'il y a une sorte d'identification et je pense Mhm, qu'ils me respectent parce qu'ils me voient un peu mhm, peut-être comme une grande sœur. mhm, Et en même temps, parfois, il y a trop de familiarité. Donc, en fait, il faut trouver un juste milieu entre, OK, je connais leurs problématiques, j'ai vécu mhm, un peu comme eux. Puis moi, en plus, j'ai des élèves, par exemple, qui sont eux-mêmes des immigrés, qui ont quitté mhm, leur pays avec leurs parents, qui vivent dans des logements, qui vivent dans des hôtels sociaux, qui sont vraiment confrontés à des difficultés que moi, j'ai pas connues, hein. mhm. Moi, honnêtement, je suis d'une très grande famille, d'une famille nombreuse. Et on a le droit de dire ici que c'est une famille polygame ou pas? Bien sûr, Ok. bien sûr, bien sûr. Donc, nous, on est une très, très grande famille. Mhm, Donc, je sais ce que c'est que de vivre dans des logements où on n'a pas de mhm, place, etc. Vraiment, je pense qu'il y a des gens, mhm, j'ai des collègues qui ne comprennent pas certaines problématiques. mhm, Donc, je pense que ça m'a aidé. Mais en même temps, j'ai déjà eu certaines difficultés avec des élèves. Donc, moi, honnêtement, je suis épanouie dans mon métier. mhm. J'ai
énormément d'affection pour mes élèves. Et je trouve que dans le métier, ce qui est difficile, c'est plus l'institution que les élèves. Après, je sais que j'ai des collègues pour qui c'est plus compliqué parce que les gamins, quand ils sont au collège, ils testent beaucoup. Le CAPES, c'est un concours qui est national, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent d'un petit village de province au fin fond de la France, qui débarquent dans le 93 et effectivement, ça peut être difficile. Ça aussi, il faut l'entendre quand même que c'est pas forcément... ils ont vécu dans des petits villages et ils connaissaient pas ce public-là, ils connaissaient pas ce milieu-là. Des familles de parents qui savent pas parler français, qui maîtrisent pas encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système scolaire, qui peuvent pas remplir les documents administratifs, etc. Donc, non, moi, je regrette pas. Là, je commence un peu à fatiguer, mais c'est pas à cause des élèves. D'accord. Vraiment, pour le coup, les élèves, ils sont très attachants. Et moi, je travaille depuis 12 ans dans le même établissement. Et donc, j'ai des élèves qui reviennent me voir. J'ai des élèves qui ont des enfants maintenant. Ouais, je suis grand-mère. Je suis pas encore mère, je suis déjà grand-mère. J'ai des élèves dont j'ai les petits frères et sœurs, etc. Et en fait, moi, je me souviens j'avais des élèves, je me disais, mais qu'est-ce qui va devenir? Franchement, à l'école, ça se passe très mal. Et en fait, on les revoit et ils trouvent à un moment leur voie. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'ils reviennent en te disant, non, mais vous m'avez beaucoup aidé. Alors que moi, vraiment, pour moi... Je ne me souviens même plus, quoi. Mais c'est ça, je me souviens plus du prénom. Et quand je m'en souviens, j'ai pas le souvenir de lui avoir apporté quelque chose. Et en fait, je pense que c'est ça qui est gratifiant dans le métier d'enseignant. C'est que sans s'en rendre compte, on aide des gamins. Et en plus, quand tu sais que ce sont des gamins pour qui partent pas avec les mêmes chances que les autres. Et une dernière chose aussi que je vais ajouter, c'est que c'est pas la même chose, je pense, d'être élève dans le 93 que d'être élève... même moi, j'ai été dans un quartier populaire et je trouve que l'établissement que j'ai fréquenté dans le 19e à Belleville, ça ne correspond absolument pas à l'établissement dans lequel je travaille. Ok, c'est un établissement difficile, mais on avait accès à certaines choses auxquelles on n'avait pas accès dans le 93. Donc voilà, c'est très complexe comme sujet, mais en tout cas, c'est un super métier. C'est dur, mais on s'attache beaucoup aux élèves et on reçoit aussi beaucoup de leur part. Très bien. Et du coup, tu l'as un peu dit, mais du coup, t'es quel type de prof? Est-ce que tu aurais aimé t'avoir en tant qu'enseignante? Bah, il paraît que je suis très drôle. Mais en fait, je suis détendue, mais parce que je sais que mes élèves, une fois que j'ai fait ma légende, voilà, mes premières années, je me suis fixée. Les élèves savent maintenant que tant qu'ils se comportent bien avec moi, tout se passe très, très bien. Moi, pendant la récréation, pendant les pauses déjeuner, j'ai souvent des élèves dans ma classe qui viennent me voir, qui restent dans ma salle, et on papote, etc. Donc, je crois que je suis une prof cool, mais pas laxiste. C'est-à-dire que je fais mon cours, il n'y a pas de bordel dans ma salle de classe, etc. Mais en même temps, je suis détendue. Voilà. Je pense vraiment qu'on a des élèves qui fonctionnent beaucoup à l'affect. Et quand ils t'aiment bien, et ben en fait, ils font des efforts, pas pour eux, mais pour te faire plaisir. Donc moi, j'en joue beaucoup. Voilà. Je joue beaucoup sur le relationnel et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien. Et aujourd'hui, je pense que j'allais dire, on lit moins, je pense. Après, j'ai pas vu de statistiques, mais je pense qu'on lit beaucoup moins. Comment est-ce que en tant que prof de français en plus, comment susciter l'envie de lire en fait chez tes élèves du coup? Alors moi, en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne lisaient pas moins, c'est juste qu'ils ne lisaient pas les livres que moi, je leur donnais à lire. Parce que déjà, c'est des gamins qui lisent beaucoup de mangas. Et ce sont aussi des gamins qui lisent beaucoup de chroniques sur Internet. Voilà, moi, j'ai découvert ça quand j'étais... j'ai ma nièce aussi qui... Wattpad, c'est sur Wattpad. C'est ça, Wattpad. Et maintenant, ils sortent des livres, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont publiés maintenant. Voilà. Et des gros bouquins comme ça, après, c'est pas de la littérature, mais bon, ils lisent. Voilà, ils lisent. Au moins, ils ont accès aux livres. Donc, et je crois... Alors, moi, je pense qu'il faut quand même qu'ils lisent des classiques. Parce que ne serait-ce que pour avoir le même bagage culturel que n'importe quel élève français en France, il faut qu'ils lisent des classiques. Maintenant, la difficulté, c'est de les amener aux classiques. Depuis quelques années maintenant, en fait, je leur fais lire des romans qui leur ressemblent, en fait. Par exemple, des histoires... Moi, par exemple, j'ai des gamins qui lisent pas et qui ont lu Ajar Paris. D'accord. Mais parce qu'ils ont lu Ajar Paris, parce que c'était pour espionner ma vie. Et je sais qu'il y a des parents qui les ont obligés à lire le roman. Et par exemple, j'ai un gamin que j'avais en classe en 4e qui bossait pas du tout, mais qui était soninké, parce que je savais qu'il était soninké parce qu'il faisait exprès de parler en soninké pour me faire réagir. Et un jour, il était puni dans le bureau du principal et le principal adjoint lui a dit est-ce que tu as du travail à faire? Il a dit non. Il a dit t'as pas de travail, tu vas lire le livre de Madame Dramé. D'accord. Mais le gamin, moi, il a jamais lu un livre que je lui avais donné à lire.
Et le principal adjoint est venu me voir, il m'a dit, il a lu le livre et il l'a vraiment lu parce que je lui ai posé des questions et il a répondu. Alors, il l'a pas lu en entier parce que Mhm. c'était 2 heures. Et il est venu ensuite me voir et il m'a parlé, oui, pourquoi vous n'avez pas aimé le village? Lui, j'avais compris qu'il avait été un peu bloqué quelques années au bled, parce qu'il était un peu Ouais, turbulent. ouais, Et il me dit, oui, pourquoi vous n'avez pas aimé le village? Moi, d'accord. j'ai aimé le village. Et on a discuté du roman. Mhm. Et pour autant, c'est un gamin, jamais j'aurais pu penser Qu'il allait lire. qu'il lirait. Donc, Mhm. en fait, ils lisent des histoires qui les concernent. Donc maintenant, c'est à nous, professeurs de français, de les amener à la lecture en leur donnant des textes qui leur parlent, en fait. Mhm. Voilà, des romans de Faiza Guène, qui est née à Pantin, qui a grandi à Pantin, qui a la même histoire sociale, culturelle qu'eux. Euh, des romans de Fantadramé, Bien sûr. voilà. Mais voilà, je pense que c'est ça, Mhm. c'est il faut que ça les concerne. Franchement, leur faire lire le Cid du Corneille, Mhm. déjà, c'est du français du XVIe siècle. Mhm. C'est comme une langue étrangère pour eux. Même pour moi, le français du XVIe siècle, il y a des mots dont je suis obligée de vérifier la définition, etc. Donc, pour mes élèves qui sont déjà en difficulté, ça sert à rien de les faire rentrer dans la littérature par ça. Donc, en tout cas, je pense qu'ils aiment lire. C'est juste qu'ils n'aiment pas les livres qui sont Qu'on au leur fait lire. programme. Voilà. Et donc, il faut les faire rentrer dans la littérature par leur porte, en fait, tout simplement. Ok. Très bien, bah, du coup, on va continuer sur la littérature et sur ton livre. Avant d'écrire ce livre, en fait, est-ce que tu écrivais déjà? Non, honnêtement, non. Mhm. J'avais l'ambition d'écrire un roman parce que Mhm. je pense que quand on fait un cursus littéraire, on a cette ambition de vouloir écrire un roman. Mhm. Mais honnêtement, j'avais pas de sujet, je savais pas sur quoi écrire. Mhm. Et donc, Ajar Paris, c'est vraiment pour le coup mon premier texte. Et vraiment, je crois que ça s'est imposé à moi et que j'avais juste envie de raconter l'histoire de mon père. Mhm. Et si j'avais été une chanteuse, peut-être que j'aurais écrit un album de R&B. Et c'est juste que voilà, j'ai fait avec la formation que j'avais. Mhm. Mais non, j'avais pas du tout écrit, même pas de poèmes ou de nouvelles. J'étais très bonne en rédaction quand j'étais à l'école, Mhm. mais j'avais jamais vraiment écrit un texte. Donc, Ajar Paris, c'est vraiment le premier texte. Ok, très bien. Bah, bravo. Et du coup, pourquoi avoir... Enfin, c'est deux questions en fait. Dans Ajar Paris, tu dis que c'est parce que tu as été choqué par le délabrement d'Hazard que tu décides du coup d'écrire sur ton père. Euh, enfin, après, enfin, le fait d'avoir du coup d'avoir perdu ta grand-mère aussi et de comment dire, enfin, les premières pages elles sont très très touchantes parce que enfin, le rapport à la mort, on voit qu'il est très très, enfin, c'est difficile à Ouais. comment dire, à encaisser. Et du coup, est-ce que c'est aussi le fait de voir cette grand-mère partir avec ses histoires, est-ce que c'est ça aussi qui fait que tu te dis il faut que j'écrive parce qu'il y a des choses qu'on risque de perdre? C'est exactement ça. Honnêtement, Mhm. si j'avais pas perdu ma grand-mère, si je Mhm. m'étais pas rendue à Ajar, j'aurais jamais demandé à mon père de me Mhm. raconter son histoire. Mhm. Et nos parents, ce sont des hommes et des femmes qui racontent pas spontanément leur vie. Mhm. Il y a beaucoup de pudeur. Moi, j'ai vraiment toujours pensé que mon père est arrivé en France avec les papiers d'un de ses cousins. D'accord. Voilà, parce que quand j'étais jeune, je l'avais vu faire. Mhm. Et même ma grand-mère m'avait demandé si je pouvais prêter mon passeport à une cousine qui était au Sénégal. On est d'accord que c'est pas écouté par Bruno Retailleau, j'espère. Non, il peut rien faire, il peut rien faire. Voilà. Donc, pour moi, c'était Mhm. comme ça qu'on venait en France. Mhm. Et D'accord. quand, donc, voilà, on avait fantasmé Mhm. l'histoire de notre père et surtout, on s'intéressait pas à l'histoire de nos pères. Pour nous, c'était pas C'est quelque vrai. chose d'intéressant. Mais parce qu'on avait grandi sans que leur parcours soit valorisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on, je crois même qu'au collège, parfois, on avait un peu honte de nos parents parce qu'ils savaient pas parler français, ils savaient pas écrire le Exactement. français, on écrivait les mots dans les carnets. Mhm. Parfois, tu peux tomber sur des enseignants qui comprennent pas comment, est-ce que c'est pas ton père qui a écrit le mot, Mhm. etc. Donc, il y a peut-être parfois, honte, c'est peut-être un mot un peu fort, mais quand on est jeune, bon, on est un Non, je peu pense que stupide. c'est honte, hein, Voilà, c'est donc, exactement ça. et Ça on peut se rend être pas compte. ou la langue, ou même parfois. Enfin, en fait, quand t'es enfin, quand t'es plus jeune, tu veux pas être différent. C'est ça, tu veux Donc, être dans la c'est norme, ça. voilà. Et surtout, moi, quand je suis allée au lycée, je me suis retrouvée dans un lycée où, pour le coup, ça ne correspondait absolument pas au collège dans lequel j'étais. Mhm. C'était un grand lycée parisien où il y avait très, très peu d'émigrés. Enfin, je me souviens qu'on était 2 Noirs dans le lycée. Et là, c'était extrêmement déstabilisant pour le coup. Mhm. Et là, ça a été encore plus difficile parce que, clairement, je ne ressemblais pas à mes autres camarades de classe. Donc,
Je pense que le fait d'avoir perdu ma grand-mère, justement, après avoir perdu ma grand-mère, après avoir écouté mon père, je me suis dit, mais comment j'ai pas posé des questions à ma grand-mère? Parce qu'elle, pour le coup, sa vie, elle était encore plus extraordinaire Mmh. que celle de mon père. Donc oui, je pense que c'était un moyen de fixer la parole de mon père, Mmh. de garder une trace de son histoire, de son parcours. D'ailleurs, quand Ajar Paris est sorti, je ne l'ai pas offert à mes frères et sœurs. Ils avaient qu'à aller l'acheter. Mmh. Je l'ai offert à mes neveux et nièces. Je me suis dit, comme ça, au moins, ils auront accès à l'histoire de leur grand-père. Donc, et puis, en plus, nous, on commence à être âgés. Moi, j'ai 38 ans, donc malheureusement, on va commencer à perdre nos parents. Et Mmh. je pense que c'est le moment pour notre génération Mmh. de, comme ça, consigner l'histoire de nos parents, de la valoriser, Mmh. de montrer comment, moi, en étant étudiante en lettres, j'ai lu énormément de romans Mmh. sur des provinciaux qui quittaient Paris. Et c'était des romans de 400 pages et on trouvait que c'était extraordinaire, Mmh. etc. Bah, moi, mon père, il a quitté un petit village perdu de Mauritanie pour arriver jusqu'à Paris. Et je trouve que c'est encore plus extraordinaire qu'un Rastignac qui quitte juste la province pour Paris. Donc, oui, je pense que c'était important de connaître l'histoire de nos parents, de nous intéresser à l'histoire de nos parents. C'est aussi une partie de nous. Mmh. Moi, jusqu'à aujourd'hui, hein, je suis encore la petite française de la famille. Mmh. Et en ayant eu accès à l'histoire de mon père, je me suis quand même... ça fait un peu guindé, mais que j'appartenais aussi à Ajar, que ça Mmh. faisait aussi partie de mon histoire. Et alors, Ajar, ce qui m'a dérangé, c'était pas que ce soit délabré, c'est qu'il n'y ait rien. Il y a vraiment rien parce que enfin, Bon, nous maintenant, ça a changé, parce que j'y suis retournée l'année mmh. dernière. Mais quand j'y suis allée, c'était... il y avait une très grande mosquée, Mmh. mais parce qu'elle a été financée par la diaspora tous les mois. Il y a un Les... dispensaire? Ou même pas? Maintenant, il y a un Ah d'accord. dispensaire, mais je ne sais pas s'il y était en 2013. Parce que enfin moi le village, enfin nous notre village c'est enfin, on a un village en Mauritanie, c'est dans Guidimara, Bouli. Bon, je vois enfin c'est un village normal, il y a une mosquée, dispensaire et autres. C'est un village, mais quand j'ai vu enfin le livre, j'ai dit mais c'est chaud. Ouais, c'était chaud quand C'est même. chaud hein. Mais ma grand-mère, elle est née à Mmh. Ajar, Mmh. et quand on lui disait, est-ce que tu vas retourner à Ajar, elle disait, ah Mmh. non, jamais. Donc je pense D'accord. que même elle... Et à un moment, elle est retournée... mais elle est retournée à Dakar, parce qu'elle a Mmh. dit qu'elle voulait mourir au bled, donc elle est Mmh. retournée vivre à Dakar. Mais pour elle, Ajar, et même l'enterrement, je pense qu'on s'est dit, elle va jamais accepter qu'on l'enterre à Ajar. Bon, elle n'était plus là pour nous empêcher de le faire. Mais... Mmh. Et mon père, il a dit qu'il ne sera jamais enterré à Ajar. Donc D'accord. même lui, pourtant, c'est quand même quelqu'un d'Ajar. Mmh. Non, c'est un peu... Et quand j'y suis allée Mmh. l'année dernière, pardon, avec ma petite sœur et mon père, nous, on voulait rester 2 semaines. Au bout d'une semaine, mon père il a dit, non, c'est bon, on va à Diagili. Mmh. Et Diagili, c'est un peu le petit Paris. Donc, Ouais. je pense que... Non, c'est... Bon, maintenant, j'ai beaucoup de tendresse pour Ajar, mais en tout Mmh. cas, quand j'y suis allée... Bon, quand j'y suis allée, je venais de perdre ma grand-mère. Mmh. Ma grand-mère, on a grandi avec elle, donc ça a été vraiment... En plus, c'était une mort brutale et Mmh. c'était comme une mère pour nous. Donc, on était très, très affectés par son décès. Donc, on est très affectés par son décès. C'était la première fois que j'allais en Mauritanie. Mmh. Parce que moi, quand j'allais au Bled, j'allais au Sénégal. Déjà, Nouakchott, avec mes frères et sœurs, on charriait beaucoup Nouakchott. On disait, le pays, il n'est pas construit, on ne comprend pas. Et quand on est arrivé à Ajar, on s'est dit, Mmh. non, moi, je suis restée 24 heures. J'ai dit, c'est bon, c'est trop pour moi. Mais non, Mmh. il y avait une petite boutique. Mmh. Mais comme on était... ma grand-mère, elle faisait partie des plus âgés de la famille. Donc, il y a énormément de gens qui sont allés à ses obsèques. Et en fait, on est arrivés, tous les Parisiens, en 2 heures, on avait dévalisé la boutique. Donc, Mmh. non, Donc c'était compliqué quoi. c'était compliqué. OK, très bien, je vois. Mais Mmh. pour la promo de mon roman, je suis allée dans des petites villes en France. Mmh. C'était compliqué aussi. Et même, je suis allée dans des villes moyennes, à 22 heures, enfin, à 20 heures, tout est fermé. Mmh. C'est aussi pour moi déstabilisant parce que moi, je suis à Paris. À Paris, tu peux, jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, tu peux trouver encore des épiciers ouverts. Donc, c'est juste le fait, c'est pas parce que c'est l'Afrique que ça Mmh. m'a gênée, c'est Oui, parce bien que sûr, c'est je un lieu où il comprends. n'y avait pas grand-chose Mmh. et Parce que que nous, on Diagili était enfin habitués. Diagili c'est aussi un village, mais Voilà, Diagili tu Diagili, y a pas c'est... tu pas Alors, Diagili, tu c'est pas pas tant du tout la difficulté. même ambiance D'accord, qu'Ajar. c'est ça. C'est vraiment... Pour le coup, on m'avait dit, tu verras Diagili. Mmh. Je me souviens que je m'étais localisée sur Instagram, il y avait marqué Diagili, Petit Paris. Et donc, je me suis dit, ah, même Instagram. Je vois. Donc, c'est vraiment... c'est beaucoup plus développé qu'Ajar. Très bien. Et Mais OK. c'est bien, Ajar, allez à Ajar. Et on demandera à Deme Tanja parce que Voilà. c'est votre star. Bah oui, Voilà. Donc il faudrait qu'il sorte une chanson sur Hazard si c'est pas déjà fait, je sais pas. exactement. Et du coup, tu parlais de tes neveux à qui tu as offert le livre. Et du coup, quelle est l'importance de la transmission et notamment par l'écrit en fait? Alors, déjà, par exemple, l'oral, pour le coup, moi, mes frères et sœurs ne parlent pas spontanément soninké à leur enfant. Mhm. Donc déjà, mes neveux et nièces, ils ne parlent pas soninké. Déjà, nous, on parlait
pas très bien, eux, ils le parlent pas. Donc, la culture soninké, pareil comme nous, ils la vivent par les festivités. Voilà, il y a un mariage, il faut faire l'uniforme, Mm. etc. Par l'écrit, bah, les plus grands, moi j'ai des neveux et nièces qui ont entre 18 et 6 mois. Mm. Donc les plus grands ont lu Ajar Paris, mais je sais pas si eux c'est encore plus loin. C'est encore plus loin que Ajar, c'est vraiment encore plus loin que pour moi parce que Mhm. eux ils sont nés en France, de parents qui sont français. Et quand ils vont au bled, c'est pas du tout comme quand nous on allait au bled. Nous on allait Mhm. au bled, on restait chez nos grands-mères et chez nos tantes. Une fois par semaine, on allait au restaurant, mais Mm. on sortait pas beaucoup. Eux, Mm. je vois quand ils vont à Dakar, ils sont toute la journée en activité, etc. Donc, Mhm. je pense qu'ils n'ont pas du tout le même rapport au Sénégal et à la Mauritanie que nous. Pour eux, c'est vraiment aller en vacances. Voilà. C'est pas du tout. Ils savent que c'est leur pays quand même, Mhm. et ils disent qu'ils sont mauritaniens, etc. Mais je pense qu'il y a plus de distance que pour nous. Et je crois que ça relève un peu du folklore, l'histoire de mon père qui est né à Ajar et il y a des grenouilles à Ajar et c'est Mm. très très drôle. Et voilà, je sais pas si c'est intégral. Je pense que c'est dans leur culture, mais de manière assez superficielle. D'accord. Je vois. Et parfois, mes frères et sœurs, ils ont des sursauts où ils se rappellent quand même que voilà, ils sont mauritaniens, Mhm. sont mauritaniens et sénégalais entre guillemets. Ouais. Et donc, ils vont essayer, ils vont chercher des associations Ouais. de promotion de la Ouais. langue et de la Ça culture dure 2-3 soninké. semaines, c'est ça? Et Voilà. puis après, Après, au bout d'un moment, bah, ouais, tu vas pas une ouf. fois et tu abandonnes un petit peu. Donc, Mhm. il y a des moments comme, par exemple, la journée de la langue soninké à l'UNESCO. Mhm. Ils voulaient y aller, mais pareil, c'était sur invitation, donc c'était très compliqué. Là, il va y avoir le salon du monde soninké. Mes sœurs, elles sont dans les starting blocks. Elles n'arrêtent pas de me dire, Fanta, si tu as des invitations, si tu as des invitations. Il y a de plus en plus de livres où on apprend à parler soninké. Et ce sont des livres qui sont destinés aux enfants. Mhm. Donc voilà, il y a une volonté de transmettre la culture, mais voilà, après, la vie, on est très occupé dans nos vies. Et c'est peut-être Mhm. que ça prend pas la première place dans la vie, mais il y a une volonté et il faut le faire, hein, mais c'est compliqué. Très bien. Et du coup, enfin, là, on va rester sur la transmission. Et entre guillemets, sur ton retour aux sources, toi, du coup, t'es comme enfin, la moins traditionnelle, c'est ce que tu dis dans ton Ouais. livre, la petite française. Et du coup, ce retour aux sources, enfin, comment tu. Enfin, c'était un besoin ou comment tu l'expliques? Parce que tu me dis que petite, tu posais pas forcément des questions sur l'origine de tes parents, enfin, ou Bah alors, sur leurs histoires. Ce retour aux sources, bon, il y a des circonstances qui font que, mais est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose. eh bien, même ça, Mm, mes frères et sœurs ont trouvé que je faisais la française parce que quand je suis rentrée d'Ajar, mm, je leur ai dit non, mais vous vous rendez pas compte, papa, mm, vous avez vu d'où il vient. mm, Là, maintenant, il est en France, il marche dans Paris, on dirait que c'est Anne Hidalgo tellement il est à l'aise. mm, Vous vous rendez pas compte d'où il est parti. Et eux, en fait, ils se sont moqués d'Ajar pendant 2, 3 jours et après, mm, ils sont passés à autre chose. Et moi, vraiment, j'ai gardé le truc en moi mhm, et ils m'ont dit arrête de faire ta française, genre, t'es mhm, touché par le retour aux sources, mhm. etc. T'as foulé la terre de tes ancêtres et maintenant tu retrouves qui tu es. Et ils trouvaient que Je c'était vois. très français aussi de Ouais, faire ça. ouais, Voilà. bah, enfin oui, enfin Mais enfin, entre guillemets les Noirs américains qui vont essayer, voilà, c'est ça. Mais moi, j'étais là, Kumbaya et tout ça, donc c'est ouais. ça. Et j'ai dit, non, mais vous vous rendez pas compte, papa, tout ce qu'il a Mhm, traversé. Pour nous, c'était tellement facile. mhm, Franchement, faut qu'on bon, on respecte déjà notre père, mais mhm, vraiment, faut que. On mhm. met C'est un vraiment du bonhomme quoi, respect c'est sur un son nom. bonhomme. Voilà, c'est un bonhomme. Il est arrivé en France, il savait pas parler français. Moi, je me souviens que je suis allée au Japon. Enfin, je suis allée au Japon, j'avais un passeport français, il pouvait rien m'arriver. Mais à l'époque, quand j'y suis allée, c'était à 10 ans, tout était écrit en japonais, Mhm, les gens parlaient pas anglais, etc. Et j'étais totalement perdue. mhm, Je me suis dit, mon père, il est arrivé dans un pays, il n'avait pas de papier. En plus, à l'époque, on expulsait, il y avait encore l'histoire des charters où on allait expulser les gens, etc. Il fallait qu'il travaille parce qu'il fallait qu'il subvienne. Mon père, c'est le seul garçon de sa famille, donc c'était à lui de subvenir aux besoins de sa famille. Et comme je l'ai dit, c'est pas la famille nucléaire, c'est la famille étendue. Et je me disais, mais on se rend pas compte de mhm, tout ce qu'a traversé mon père. Et c'est vraiment, honnêtement, franchement, pardon de faire ma petite française, mais mhm, c'est vraiment en allant aux sources, mhm, en voyant que, voilà, il était vraiment parti de rien, mais pas sans rien, parce que voilà, il était porté par d'autres choses. Il y a la foi, il y a la famille, il y a. Ce qui était bien à cette époque et encore aujourd'hui, c'était que quand il arrivait en fait en France, il y avait quand même toute une communauté soninké mhm. et il y a beaucoup d'entraide. Voilà, il Exactement. était dans un foyer, c'était dans le 17e quand il est arrivé. On lui a prêté des papiers, il a trouvé un travail, il travaillait avec les papiers d'un tel.
Il y avait vraiment toute une communauté soninké, et encore aujourd'hui, hein, qui se mettait en place et qui aidait beaucoup. Donc, ça allait, mais c'était quand même très difficile. Et donc, oui, voilà, moi, c'est vraiment la petite Française Mhm. qui retourne aux sources. Mais vraiment, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mhm. Et tant mieux, parce que pour le coup, tout à l'heure, tu disais que j'étais franco-mauritanienne. Moi, je dis toujours, je suis franco-parisienne. Et en fait, à chaque fois maintenant, je dis non, mais je suis franco-mauritanienne. J'ai pas la nationalité, mais je suis Mhm. franco-mauritanienne. Et même, moi, quand je grandissais, je disais que j'étais sénégalaise. Parce que, Oui, t'as les cas Dakar. voilà, on allait en vacances au Sénégal. Et les gens, quand je disais que j'étais mauritanienne, ils me parlaient de l'île Maurice. Oui, ils connaissent Voilà. pas. Ouais. Et donc là, vraiment, maintenant, j'arrête pas de dire je suis plus sénégalaise, je suis mauritanienne. Donc, voilà, bon. Mais oui, c'est le retour aux sources. Franchement, c'est vraiment le fait d'être allée à Ajar qui a fait que j'ai eu envie de m'intéresser à l'endroit d'où je venais. Et pourquoi, en fait, enfin, vous y allez pas, en fait? Pourquoi c'était que Dakar? Enfin, le papa, il aimait pas Ajar, il avait, enfin, Bah, en ou... fait, Ajar, c'est vraiment le sud de la Mauritanie, donc Mhm. c'est pas loin du Sénégal. C'est un Mhm. fleuve qui sépare la Mauritanie du Sénégal. Mhm. Et de ce que j'ai compris, c'est que, en fait, bon, mes parents, ils sont soninké, ils appartiennent à la même ethnie. Mhm. Et que ce... Alors moi, j'ai toujours pensé que c'était les frontières après la colonisation qui avaient séparé mes parents, parce qu'en fait, même mes parents, ils viennent de la même famille, en fait. Donc je pensais que c'était ça et que, en réalité, pour les Mauritaniens, le Sénégal et la Mauritanie, c'est la même chose. Mhm. Mes grands-parents maternels étaient au Sénégal, Mhm. étaient à Ah, Dakar. d'accord. Euh, donc la maison était à Dakar et mon Mhm. père, il a construit sa maison à Dakar. Je ne saurais pas expliquer Ouais, pourquoi. donc naturellement, en Voilà, fait. naturellement. Donc, mais alors, Ok. on a une maison à Ajar, mais en réalité, on n'y va jamais. Mhm. Quand ils nous envoient au bled, même mes frères, quand ils étaient plus jeunes, ils sont allés au bled pendant quelques années. Ils sont allés au Sénégal, ils ne sont pas allés en Mauritanie. D'accord. Voilà, je ne sais pas pourquoi mon père a fait ce choix de construire sa maison au Sénégal. Ok, d'accord. Et Et quand après, lui, il va en Mauritanie, c'est uniquement pour les djougas, quand il y a des décès, qu'on mhm. enterre les gens en Mauritanie. Il va en Mauritanie uniquement. Là, il a la retraite, quand il va au bled, il va au Sénégal. Il ne va D'accord. pratiquement pas en Mauritanie. Ok, très bien. Après, je sais qu'il y a pas mal de familles aussi de Djagili qui ont également leur maison à Exactement. Dakar, donc ok, ça peut expliquer, ça. Et du coup, est-ce qu'il y a, enfin, comment dire, est-ce qu'il y a un travail actuellement sur un autre roman, enfin, Je suis en train d'écrire mon deuxième roman. J'en suis page 92. là, Voilà. Mais bah là, justement, c'est sur le... sur la mer maintenant, c'est ça? Non, mais à chaque fois, on me dit ça. Alors, il y a plein de gens qui me reprochent de ne pas avoir parlé de ma mère. Mm, Alors, en fait, pour être honnête, moi, je suis pour l'égalité totale. mm, Je- Dans Ajar Paris, au début, j'avais commencé à parler de la polygamie, mhm, mais de manière succincte, parce que quand même, c'est un roman où je mets le nom de mon père, etc. Et dans le pays dans lequel on vit maintenant, c'est un peu tendu, on ne sait jamais, vraiment. mm, Donc, je pouvais pas, je savais pas ce que ça pouvait coûter à mon père. mhm, Et donc, j'ai très peu parlé de ma mère dans un souci d'égalité, mhm. voilà. Mais en même temps, je trouve que elle a un chapitre Oui, sur non, non, elle. elle a un très beau Et rôle. puis, je montre Enfin, que en fait, elle a quand même vécu avec donc sa belle-mère, mm, sa belle-sœur, sa coépouse, etc. Donc, c'est quand mm. même C'est pas physique, facile. hein, bah oui. Mm, Donc, mais j'ai trouvé que j'avais parlé d'elle, mais même elle a trouvé que c'était pas ça. J'avais fait une émission mm, où j'avais mis sur Arte qui s'appelle 28 minutes. On avait demandé des photos de mes parents et j'avais donné que des photos de mon père et de ma grand-mère paternelle. Et elle mhm, m'en avait voulu, elle m'avait dit, Fanta, en fait, pour toi, il n'y a que ton père qui compte. Moi, même mm, pas une photo, etc. mm, Bref. Non, c'est pas du tout sur ma mère, c'est mhm, sur la génération des enfants d'immigrés. Euh, Pas coincés entre deux cultures, parce que moi, honnêtement, moi, je suis très, très à l'aise avec qui je suis, hein, honnêtement. Dans le roman, je dis que j'ai pas le cul entre deux chaises, j'ai le cul sur les deux chaises. Je me sens très française, très mauritanienne, très sénégalaise, très parisienne. Donc, j'ai pas de problème avec ça, mais souvent, c'est les gens qui ont besoin de nous mettre dans des cases, euh, qui ont besoin de dire qu'on est plus quelque chose qu'autre mhm, chose. Donc, exactement. c'est plus sur un roman sur comment est-ce qu'on gère comme ça la double culture. Écrit, en fait, c'est quoi ton processus? Alors moi, je ne travaille pas le lundi, je ne travaille pas le mercredi après-midi et je ne Mm, travaille pas le week-end. Donc, je me dis que ces 4 jours-là, il faut que j'écrive 2 ou 3 heures par jour. Mais parfois, on peut être 2 heures devant son ordinateur et ne rien écrire. mm, Moi, ça m'est arrivé. Quand j'ai écrit à Paris, j'étais assez naïve. Je pensais que j'allais écrire un chapitre par jour. mm, Alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Donc, en fait, je me fixe des plages horaires où je dois écrire. Voilà, je suis Mmh. concentrée sur mon ordinateur. Et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. D'accord, donc ça peut être une phrase, rien du Voilà, ou tout, un 2 paragraphe, ou pages. relire un extrait. Et bon, j'ai une éditrice. Moi, j'ai encore mon éditrice qui me suit. Donc, c'est assez rassurant parce que je peux lui envoyer des extraits de romans, etc. Des extraits du roman que je suis en train d'écrire. Mmh. Donc, je suis quand même accompagnée. Ajar Paris, je l'ai écrit vraiment toute seule. Je ne pensais pas qu'il allait sortir. Mmh. Quand je l'ai fini, je l'avais imprimé, je l'avais offert à mes frères et sœurs, etc. Donc, Il l'avait lu? alors, il y en a qui l'ont lu D'accord. et il y en a qui ne l'ont pas lu. Mmh. Parce qu'ils n'aiment pas lire, etc. Alors, l'excuse qu'ils trouvent maintenant, c'est de dire le début, c'est le décès de la grand-mère, je peux pas supporter. Mais en fait, c'est Ouais. juste qu'ils ne veulent pas le lire. Et au début, quand j'ai écrit à Jar Paris, mes frères et sœurs disaient non, tu parles pas de moi, etc. Et en fait, il y a des gens, il y a des frères et sœurs à moi dont je n'ai pas parlé. Mmh. Et je me suis rendu compte que ça les avait mais vraiment affectés. Ah. Et je pensais pas que ça les Mmh. toucherait autant. Et donc, quand il est sorti en poche, j'ai fait des modifications où j'ai placé des D'accord. prénoms. Ah, Ah, exceptionnel. franchement, écrire sur sa famille, c'est compliqué, hein. D'accord. Parce qu'en fait, il faut contenter tout le monde, il ne faut vexer personne, il faut, n'écrivez jamais sur votre famille. Et même ça, ils m'ont dit non, non, moi je voulais être dans le grand livre. Bon, voilà. Mais en tout cas, Mmh. non, tout le monde ne l'a pas lu. OK, très bien. Mais ceux qui ne l'ont pas, ceux qui l'ont lu, c'est des gens qui, pour le coup, ne lisaient pas et je sais pas, Mmh. ils ont fait l'effort. Ou peut-être que parce que c'était l'histoire de leur père Mmh. et que ça leur rappelait certains souvenirs. Voilà. Très bien. Et enfin, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Tu as dit que tu étais retourné à Ajar, du coup. Mais du coup, enfin, quelle place occupe ton héritage culturel dans ta vie de tous les jours, en fait? Tu lui as dit que tu navigues de l'un à l'autre sans souci, que la culture soninké, en tout cas plus jeune, c'était surtout les festivités. Oui. Mais enfin, au quotidien, comment Bah, est-ce que tu le franchement, c'est vis? resté ça. Alors, Mhm, maintenant, depuis, en fait, j'ai beaucoup été invitée en tant que soninké. mhm, Encore une fois, mes frères et sœurs, à chaque fois, ils me disent, mais pourquoi ils t'invitent? Toi, t'es même pas une soninké. Je dis, bah, mhm, voilà. Mais non, c'est resté beaucoup. En fait, j'adore tout ce qui est festivité, faire mhm, un uniforme, etc. mhm, Faire le manio compé, tout ça. J'adore ça. Mais après, honnêtement, je ne maîtrise pas le soninké. mhm, Quand je parle soninké, c'est toujours dans un cadre pour rigoler, en fait. mhm, Voilà, pour taquiner mon père, je vais lui parler en soninké. Mes sœurs, quand on a besoin de parler d'un sujet, qu'on veut pas qu'on nous comprenne, on va parler en soninké. Mais je ne vais pas dire que c'est entièrement moi. Je ne le maîtrise pas assez mhm. pour que ça fait partie de mon identité, mais c'est vraiment de la culture superficielle. Il y a plein de choses que je ne connais, que je ne maîtrise pas dans le Soninkara. Mhm, J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait traduit Ajar Paris en Soninké mhm, et qui m'avait dit qu'il y avait une dizaine d'erreurs dans le roman sur la culture Soninké. Donc, mhm, mais je ne suis pas du tout dans le rejet. Honnêtement, mhm, pour le coup, maintenant, ça me pousse à m'y intéresser, mhm. mais c'est encore superficiel. Ok, très bien. Bon, moi, c'est honnête et c'est Voilà, exactement. Franchement, je voilà, vais pas enfin, vous vendre oui, oui, bah oui, ça sert à la rien fille de qui, c'est faire pas la vrai. grande soninké Voilà, qui fait franchement, 24 c'est heures pas vrai. à Ajar. Ouais, Voilà. mais quand je suis allée à Jarre, là, cette fois-ci, Mhm, vraiment, mais encore une fois, c'était mes frères et sœurs ont trouvé ça très français, mhm, vraiment. Je me suis sentie chez moi, mhm, etc. Franchement, ça m'a imprégnée quand même. mhm. Oh, bah, c'est bien. C'est bien. Mais allez dans les villages de vos parents, honnêtement, si j'ai un Mhm. conseil à donner aux gens. Non, c'est Et, vrai. et avec mes frères et sœurs, on s'est dit Mhm, qu'on devrait y retourner, mais pas dans les circonstances dans lesquelles on est allé là, mhm. la fois dernière. Et en fait, on trouve jamais le moment, mais on s'était dit qu'il fallait qu'on aille tous à Ajar et qu'on passe du temps au village pour... Faire une sorte de pèlerinage, c'est ça? bon, exactement, Très bien. c'est exactement ça. Et bon, là, c'est une question. Enfin, parce que là, du coup, on parle de transmission. Et puis après qu'on va dire que c'est facile à dire. Mais à la place de ton père, enfin, comment est-ce que tu transmettrais, je sais pas, ta culture? Est-ce que, enfin, voilà, comment est-ce que tu transmettrais ta culture? Bah, moi, Est-ce qu'il y a des choses honnêtement, enfin, qu'il a pas transmis ou qu'il a pas dit, enfin, qui t'ont manqué? bah, moi, ce que je regrette, c'est vraiment l'histoire familiale, en fait. Mhm, Moi, pour le coup, il y a, en plus, nos arbres généalogiques sont quand même très ouais, entremêlés, ouais. etc. J'en parle dans Ajar Paris où je dis, quand j'étais en primaire, on m'a demandé de faire l'arbre généalogique de ma famille.
Et en fait, ça ne correspond pas du tout aux arbres généalogiques. Papa, Euh, maman, grand-père, exactement. ta grand-père qui a 4 femmes, Mais c'est ça, il y a donc des c'est liens, ça. voilà. Et moi, vraiment, je pense que c'est l'histoire de la famille. Parce que parfois, je parle de certains oncles avec mes sœurs, avec mes frères et sœurs. Et on dit, ah non, mais lui, en fait, c'est le cousin d'un tel, etc. Donc, j'ai vu sur Internet que quelqu'un avait commencé à faire de l'arbre généalogique de la famille. Mmh. Donc, moi, vraiment, je pense que ce serait tout ce qui est sur la culture. Et puis, il y a un autre truc, c'est que comme on est des musulmans, parfois, il y a un mixte qui est fait entre la culture et la religion. Et on ne sait pas trop ce qui relève de la culture, ce qui relève de la religion, etc. Donc, je pense que on a plus peut-être été élevé dans l'islam que dans le Soninkara Soninka. pur, en fait. Mmh. Donc, je pense que ce serait ça. Et aujourd'hui, notre génération, comme on parle français, etc., on peut développer des associations. Enfin, moi, je me souviens avoir lu un livre sur la morphosyntaxe de la langue soninké. Mmh. Et on m'avait jamais dit qu'il y avait un bouquin sur la morphosyntaxe de la langue soninké qui avait été vraiment. Où la langue avait vraiment été étudiée, etc. Mmh. On n'avait pas du tout accès à ça. Moi, pour moi, c'était un dialecte, voilà, c'était que de l'oral. Et en fait, non, il y a des gens qui écrivent c'est une langue, il y a des gens qui écrivent en soninké. Donc, je pense que peut-être que c'est notre génération, en fait, qui va. Nos parents, en fait, ils sont arrivés en France, ils avaient d'autres choses à gérer. Bon, ils nous ont élevés dans la culture soninké, mais je Comme pense ils ont qu'il y avait, pu. voilà, il y avait plein d'autres choses à gérer. Je pense que maintenant, c'est notre génération. Il y a vraiment un retour aux sources, mais même dans d'autres cultures, hein. Il y a plein de gens qui. On parlait des Américains qui vont en Afrique pour aller Exactement. chercher. Je pense que c'est peut-être notre génération qui développe, qui allons développer tout ce qu'il y a autour de la culture soninké, de la langue soninké, etc. Je pense que c'est notre rôle. Très bien. Et toi, comment toi tu transmettrais ta double culture en fait? Enfin, dans un contexte actuel. Enfin bon, il y a le livre du coup, Voilà. mais Euh, je sais alors, pas. j'ai pas encore d'enfants, donc je me pose pas cette question. Je regarde Mm. mes frères et sœurs faire. Mhm. Alors, mes sœurs qui sont mariées avec des Mauritaniens, qui viennent de Mauritanie, etc., Mm. elles, c'est plus simple parce que pour le coup, il y a le père qui transmet. Mais je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas. Je pense que comme moi, ça va passer par les célébrations, euh, voilà, ou les moments où on se retrouve, Mhm. etc. Mais moi, ce qui me pose vraiment problème pour le coup, c'est la langue. Je Alors, trouve que c'est vraiment dommage bah après, ah d'accord. Bah de après, pas transmettre la langue. bah après enfin, ça peut. Bah, il y a des associations, je pense. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des associations, il y a des applications, il y a Exactement. des livres, Il y a des enfin, livres. dont tu parlais. Après, c'est vrai que c'est pas facile, d'autant plus les Soninké, on est très moqueurs. Oui, ouais, Donc, c'est ça. dès que tu essaies de Mais parler oui, Soninké qui a un petit accent français, bah, donc t'es gêné en fait. T'es c'est ça. gêné. Bah, après, je pense qu'il faut dépasser ça. Exactement. C'est facile, il faut dépasser ça, et puis après, Mais déjà, même moi, parfois, je me moque, par exemple, du soninké des Maliens, où je trouve que c'est pas du tout. le H, Voilà, exactement. exactement. Ouais. Et donc, à chaque fois, j'ai une belle-sœur qui a passé des années au Mali, donc qui a un soninké de Malien. Mm. Et quand elle parle, je me moque d'elle, mais pourtant, elle maîtrise parfaitement le soninké. Et Mm. moi, je me permets de le faire, alors que. Donc, oui, il faut dépasser. Mais je pense qu'effectivement, ça bloque. Mm. Quand il y a des gens qui se moquent, etc. Et puis, il y a aussi le truc où, dans le soninké qu'on parle aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de mots français, en fait. Mhm. Donc, voilà. Mais je ne saurais pas encore comment le transmettre. On le voit. Et bon, là, enfin, je pense que tout l'interview elle revient à cette question, à ça en fait. Mais c'est, selon toi, quelle est l'importance de raconter nos histoires en fait? Alors, pour moi, vraiment, pour le coup, c'est une importance capitale. Déjà, pour l'estime de soi, Mhm. de se dire qu'on appartient à une lignée, on appartient à une histoire, euh, que l'histoire de nos parents, elle est tout aussi extraordinaire, elle mérite d'être racontée, elle mérite d'être écoutée. Euh, Vraiment, moi, c'est vraiment la valorisation des parcours de nos parents. Mm. Et parce que, honnêtement, comme je l'ai dit, on a grandi où moi, j'avais un père éboueur, une mère caissière, Mhm. et on a l'impression que nos parents sont moins bien que les autres. Mm. Mais parce qu'on ne s'intéresse pas Mm. à leur parcours. Donc, je pense que c'est. Alors, je me souviens plus de la question parce que je me C'était suis rappelé. l'importance en fait. Ouais, Quelle est l'importance l'importance de raconter nos histoires? déjà de connaître nos histoires Mm. et de la raconter parce que je pense que ça permet de nous situer. Vraiment, moi, je trouve que ça m'a. Bon, moi, je suis très proche de mon père et j'ai toujours idéalisé mon père, etc. Mm. Mais je trouve que j'ai essayé en tout cas de lui donner une place. Mhm. Voilà, une place qu'il méritait.
nos parents, ils sont trop souvent restés dans les angles morts de l'histoire D'accord. nationale, etc. Et en fait, j'avais envie de les remettre au centre de... Et puis, en plus, ce sont des gens qui ont participé même à la construction de notre pays. Enfin, Mm. moi, mon grand-père maternel, il a fait la Seconde Guerre mondiale côté français. Il a un certificat de bonne conduite de l'armée française, Mhm. etc. Mon père... mais nos parents, ils ont fait tous les métiers essentiels dont on parlait pendant le Covid. Et pour autant, je trouve qu'on les a jamais respectés. Bah, je pense que notre génération, c'est Frantz Fanon qui dit qu'on a tous une mission. Bah, je trouve que notre mission à nous, comme on a accès, on a les capacités de nous exprimer, on a les capacités d'écrire, de raconter, de faire des podcasts, etc. Bah, peut-être que c'est notre rôle, bah, c'est de redonner une place à l'histoire à nos parents. Ok, Voilà, très je bien. pense que ce serait ça. Très bien. Très bien. Une place qui n'est pas feinte, vraiment. Vraiment, je trouve que ce sont des parcours qui sont vraiment extraordinaires. Ouais, bah, après, le souci dans cette quête de transmission, je pense que ça va être la barrière de la langue, je pense, des fois. Exactement. Parce que si tu as les parents, pardon, qui parlent soninké alors que les enfants ne parlent que le C'est ça. français, enfin, qui ne parlent que, euh, c'est imputable d'une manière quand même aux parents. Oui, Parce que des fois, ils essaient d'apprendre le français avec les enfants. Après, on peut pas leur reprocher à tout. À un moment mais donné, bien sûr, faut apprendre le soninké, c'est ça. faut s'y mettre. Mais c'est vrai que. Et puis, c'est pas dans notre culture, en fait, de raconter nos histoires. Parce que Exactement. nous, enfin, on vit en France, on se plaint, mais je sais que enfin, nos cousins qui vivent au bled aussi, eux aussi, là, enfin, ils connaissent pas l'histoire de leur père, même bien qu'ils parlent la même langue, en fait. Je Oui, pense c'est que c'est ça. quelque chose qui est pas dans dans notre E- culture et Exactement. Ouais, je auquel il suis faut d'accord. remédier, en Moi, fait. il y a à Paris, c'est un roman parce qu'il y a plein d'histoires qui sont, il y a plein de passages qui sont quand même romancés Mm, parce qu'il y avait des trucs que mon père ne voulait pas me raconter. mm, Par exemple, le mariage, pour lui, ça me regardait pas. mm, Et moi, je trouve que c'est un mm, chapitre qui est mm. très important Bah, pour même moi. la maman, j'imagine. Mais exactement. Mm, Donc, mm, après, est-ce qu'on doit les forcer à raconter peut-être qu'ils n'ont pas envie aussi de raconter certaines parties de leur vie. Est-ce qu'il faut mhm, insister? Je sais pas, il faut trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que nous, on est, peut-être en tant que Français, voilà, on est beaucoup plus loquace, on va beaucoup plus raconter nos vies, raconter mm. nos histoires, etc. Eux, c'est pas le cas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'au bout d'un moment, l'histoire de nos parents va disparaître. Et Exactement. ça, je trouve que c'est dommage. Très dommage. Et que c'est le moment là, je trouve que vraiment, on est à Mhm, un moment, c'est vraiment le moment charnière où il faut récolter ces récits-là et les consigner. Et même si c'est pas forcément pour être publié, ça peut être gardé dans l'histoire familiale. bien Il y a des sûr. gens, je sais qu'il y a des Mm, familles qui demandent à certains biographes de raconter l'histoire de la famille et ça reste dans la famille. C'est publié, c'est quand même publié dans un bouquin, mais qui n'est pas mis à la vente et qui est gardé pour la famille, qu'on offre dans la famille. Donc, mais vraiment, je pense que c'est important de collecter ces histoires parce que au bout d'un moment, je sais que la tradition africaine, c'est beaucoup de transmission orale. Voilà, c'est par l'oral qu'on transmet les histoires. Mais au bout d'un moment, déjà, les histoires finissent par s'étioler et elles finissent par disparaître. D'autant plus que nous, on est une génération qui ne vivons pas en Mauritanie, etc., qui avons construit nos vies ailleurs. Il y a un moment, ça va finir par disparaître. Et ben, c'est le moment de récolter tout ça et de garder une trace écrite. Même si c'est pas forcément facile, hein. Ah non, Ouais, c'est pas facile. pas facile. Bah, déjà, il faut que le père il soit là. J'imagine qu'il était tout le temps à Dakar. C'est ça, Donc, mon père, voilà. il fait que des allers-retours maintenant. Mm, Et même quand alors, il n'a pas lu à Paris. mhm, Et il y a des gens qui lui ont raconté. Il m'appelait, il me disait, mais pourquoi t'as raconté ça? Pourquoi t'as raconté ça? mm. Voilà. Je vois, je vois. Bah, écoute, merci pour ces éclaircissements. Et pour mot de la fin, j'aimerais savoir quel conseil en fait tu donnerais à des jeunes qui sont nés ici ou pas, ou même jeunes africains Oui. qui veulent écrire en fait. Enfin, tu donnerais quel conseil? Et ben en fait, il faut se lancer. Honnêtement, moi, je savais pas comment écrire un roman. D'ailleurs, même quand mon roman s'est terminé, j'ai demandé à une écrivaine si elle considérait que c'était un roman. Mhm, Donc, en fait, il faut se mettre à l'écriture. Ouvrir, même si on ne sait pas sur quoi écrire, mhm, si on a cette volonté de le faire, ben, on prend une page Word et on commence à écrire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a une histoire qui s'est imposée à moi. Franchement, quand tu es une jeune fille née en France, qui a grandi en France, qui se sent très française, qui un jour, par un mouvement, voilà, à cause du destin, se retrouve dans le village natal de son père, mhm. découvre un monde qui est totalement différent, rentre en France et a envie de raconter l'histoire de son père, c'est très facile en fait de se mettre à écrire. Il faut juste ouvrir une page Word
et commencer à écrire. Moi, honnêtement, à Paris, j'ai vraiment suivi la chronologie de ce qui s'est passé. Mmh. Vraiment, ma grand-mère qui a un accident. Donc, j'ai commencé par raconter l'accident, Mmh. les journées à l'hôpital, le décès, la décision de l'enterrer à Ajar. Je dis même dans le roman que je dis à mon père, je vais écrire un roman sur toi. Mmh. Donc, vraiment, j'ai vraiment suivi la chronologie de l'histoire. Là, dans le deuxième roman que j'écris, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a 2 temporalités à 20 ans d'écart. Donc, je dois faire des retours en arrière. Donc, c'est vrai que là, j'ai dû faire un plan pour le coup, Mmh. pour raconter cette histoire. Mais choisissez un sujet qui vous parle et racontez-le et écrivez pour vous. Parce que moi, au début, j'écrivais en tenant compte de ce qu'allaient penser mes frères et sœurs. Et ça bride beaucoup, en réalité. Et faut écrire pour soi. Voilà. Faut vraiment écrire pour soi. Et se dire que personne ne va lire ce qu'on va écrire. Mmh. Et ça permet d'avoir une certaine liberté. Et puis après, en réalité, les gens, ça les blesse pas. Moi, vraiment, j'ai un grand frère qui voulait pas du tout que je parle de lui dans mon roman. Et maintenant, il est très, très fier. Il a offert le roman aux maîtresses de ses enfants, etc. Donc, voilà. Prenez une liberté. N'ayez pas peur d'écrire, vraiment. Ne vous dites pas, je ne suis pas écrivain. Moi non plus, j'étais pas écrivaine avant d'écrire à Paris. Faut vraiment se lancer. Faut avoir le courage de se lancer. Bien. Voilà. Écoute, merci pour ce mot de la fin. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour cet échange. On espère te recevoir pour le prochain. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Nawari. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Nawari Podcast. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux.